à Comme un livre ouvert, le balado qui invite 25 des plus belles plumes du Québec à se dévoiler d'un couvert à l'autre. Je m'appelle Samuel Larochelle, je suis un écrivain, un journaliste et l'animateur de ce balado qui est rendu à son 8e épisode. Et pour l'occasion, j'invite nul autre que Fanny Britt à se joindre à la conversation. Bonjour Fanny. Allô, allô. Comment ça va? Ben ça va bien, on est bien ici, c'est un beau studio. Puis j'aime toujours débuter les conversations à chaque épisode en disant si j'ai des liens avec les invités, quels sont-ils? Puis outre le fait que j'ai lu tes romans, tes albums, tes essais, que j'ai vu tes pièces, des traductions, donc je suis ta carrière depuis super longtemps, mais on vient tous les deux d'Amos. Oui, on a un lien géographique. Puis je dis souvent comme je viens de la même ville que Fanny Britt. Avec beaucoup de fierté. Fait que pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite ville en Abitibi-Témiscamingue. Absolument. Tu as quitté assez jeune avec ta famille, tu as déménagé, je crois, à Montréal. Mais en 2014, le Salon du livre de la région t'a nommé présidente d'honneur quand le salon était à Amos. Oui. Ça représentait quoi pour toi, cette reconnaissance-là de ton lieu d'origine? C'était beaucoup. Hein. J'étais très touchée de ça. Puis surtout, j'ai été très touchée de vivre le moment là-bas, en fait, avec tous les gens qui venaient me voir. J'ai croisé le médecin qui m'a accouché, en fait, qui a aidé ma mère à accoucher quand je suis née, tu sais, ce qui est quand même... Ça s'est bouclé la boucle en tabarnouche. Oui, ça, c'est vraiment une boucle bouclée. Puis bon, c'est vrai qu'on a quitté assez tôt l'Abitibi, c'est-à-dire quand mes parents se sont séparés, moi et ma mère, puis après mes frères ont suivi, on est partis à Montréal, mais mon père est resté quand même plusieurs années encore. Fait que tu revenais. Donc, je revenais l'été. Je revenais tous les étés jusqu'à peu près à mes 11 ans, quand mon père aussi a déménagé à Montréal. Puis comme mon père était dentiste à Amos, ben il rayonnait, tu sais, il connaissait beaucoup de monde, parce qu'il n'y avait pas 36 dentistes non plus à Amos. Donc, tu avais beaucoup de chance d'avoir lui comme dentiste. Des anciens clients, des amis de tes parents qui venaient te voir. Tout à fait. Puis mon père avait fait du théâtre amateur avec ses amis en haut du café radio. Puis il faisait des... Ouais. Café radio, ça n'existe plus, mais c'est un établissement historique. Absolument. Dans l'histoire de la ville. Ouais. Puis moi, en 2014, c'était mon premier salon du livre de l'Abitibi parce que je venais de sortir mon premier roman quelques mois plus tôt. Ah oui. Puis là, il y avait un discours de la présidente d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture. Puis je me disais, peut-être que dans 10 ou 15 ans, ça va m'arriver aussi. Ouais. Puis finalement, l'édition suivante qui était à Amos, c'était moi qui étais le président d'honneur. Donc, tes rêves se réalisent là, quand tu les formules. Oui, sauf que j'avais bien compris que, surtout mon année, voulait mettre en lumière quelqu'un de la région, du moins d'Amos, pour que les gens s'y intéressent. Alors que, tu sais, avant moi, c'était Kim Thuy à La Sarre. Toi, tu avais été à Amos. Il y avait eu Arlette Couture. Tu sais, vous étiez des noms très établis. Je ne l'étais pas encore. Mais je pense que ça a aidé à propulser quelque chose. Ben, je suis sûre. Puis en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne idée aussi de... Moi, je me sentais pas comme un nom établi tant que ça non, quand ils m'ont demandé. Je m'attendais pas à ça. Je veux dire, j'avais pas l'impression d'avoir comme le statut d'une présidente d'honneur. Ouais. Puis après, quand j'ai été invitée d'honneur au Salon du Livre à Montréal, j'étais un peu comme, vous êtes sûr? Parce que là, j'ai un deuxième roman, mais à ce moment-là, il y avait vraiment... même... Tu dis que c'est en 2014 que j'ai fait la présidence C'était l'année d'honneur? après ton premier prix du gouverneur général. OK, donc j'avais même pas publié Les Maisons encore, Non. c'est ça? Bien, c'est fou, alors c'est encore plus étonnant pour moi d'avoir été choisie à ce moment-là, parce que j'avais fait du théâtre, puis j'avais publié Jane le Renard et moi, puis peut-être Les Tranchées à ce moment-là, mais ça restait encore, pour moi, un carré de sable qui était assez discret, tu sais, que je faisais mes affaires. Fait que si on peut aller vers l'évidence d'un romancier, parce que tu l'étais pas encore, fait que c'est quand même une belle ouverture, je trouve, de leur Oui, part. absolument, exact. Si on prend un pas de recul pour parler des salons du livre en général, d'un peu partout au Québec, au Nouveau-Brunswick, ou peut-être d'autres où tu es allé, quel mot tu choisirais pour décrire ton rapport au salon du livre? C'est vraiment... c'est très différent d'un endroit à l'autre. C'est un rapport erratique, je dirais, aux différents salons du livre. Moi, d'emblée, je suis quelqu'un qui a une personnalité vraiment introvertie. Ouais. Donc, c'est un défi pour moi, aller vers les gens, pas parce que j'apprécie pas la rencontre. En fait, j'adore la rencontre. Tu sais, je me nourris beaucoup de la rencontre avec l'autre, de façon générale, là, que ce soit... le monsieur salon, du dépanneur ou les parents avec qui j'attends l'autobus scolaire, disons, quand j'attendais l'autobus scolaire, c'est fini ce temps-là, mais toutes les rencontres, en fait, me nourrissent. C'est vraiment une matière première très importante dans mon écriture. Mais ça me demande beaucoup aussi,
parce que j'absorbe, puis après, je me sens toute comme habitée par ce que j'ai reçu, puis c'est à la fois très positif et, des fois, difficile. Là, tu sais, en toute relativité, on s'entend, là, c'est pas difficile comme une épreuve, là, mais c'est un défi. C'est un défi pour ma personnalité, disons. Ouais. Donc, il y a cette partie-là, la partie nervosité qui est toujours, toujours présente quand je vais à la rencontre des gens. Ouais. Puis le Salon du livre, par exemple, de Montréal, c'est comme une jungle. C'est une ruche. Oui, c'est une ruche. C'est très bruyant. Bon, moi, j'ai vécu surtout la place Bonaventure. J'ai vécu un palais des congrès cette année. Ouais. Dans ça une respirait formule déjà un peu plus. COVID. Oui. Les gens devaient réserver leur place à cause de la COVID. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus apaisé. Oui, c'était un petit peu plus tranquille. Mais on va quand même là pour survivre au salon. Effectivement, c'est ça. C'est un rapport de... on entre au Salon du livre de Montréal comme dans une tempête de neige. Là. C'est comme faire Québec-Montréal pendant une tempête. Il faut que tu passes à travers. Ouais. Mais en même temps, il y a aussi des belles rencontres. C'est le moment où on se voit entre auteurs, c'est-à-dire... Bon, c'est sûr que dans ma vie de théâtre, je côtoie mes amis auteurs de théâtre, mais mettons pour les romanciers... ou les auteurs jeunesse, on les voit jamais pendant l'année. Là. On est chacun chez nous, puis on fait nos affaires. Donc, c'est très chouette de voir des gens qu'on voit juste une fois par année, des auteurs, des éditeurs. Donc, ça, pour moi, c'est doux quand j'y pense. Mais les salons du livre, pour moi, c'est aussi le désert. C'est les salons où il n'y a personne qui vient te voir. Ouais. C'est des leçons d'humilité. Ça peut parfois être très honorant et touchant, comme par exemple ce passage-là en Abitibi qui était vraiment chouette, ou certains moments avec Isabelle Arsenault à la pastèque. Mais bon, je mets ça sur le dos d'Isabelle parce que c'est une sommité, là. C'est un mythe en illustration. Donc, les gens font des fils interminables pour qu'elle fasse des dédicaces parce qu'elle fait des super belles dédicaces en plus. Mais j'ai vécu ça avec elle parce que j'avais écrit le livre. Ouais. Puis là, c'est une nourriture qui est extraordinaire. Puis par rapport à mes romans aussi, les rencontres qu'on fait sont très... sont viscérales. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a, pour toutes ces rencontres-là, il y a autant de moments où tu es vraiment tout seul. Ouais. Puis il y a vraiment personne qui vient te voir. Et c'est pas juste une affaire de où est-ce que tu en es dans ta carrière. Moi, je tiens à le dire, là, que c'est pas genre ça, je vivais ça avant, puis maintenant, j'ai tout le temps des ça gens. Arrive encore. C'est faux, ça m'est arrivé cette année, la semaine après avoir gagné le prix du gouverneur général pour faire les sucres. J'étais en dédicace dans une librairie. Et pendant 2 heures, il y a une personne qui est venue. Ça, c'est la réalité. C'est des choses qui arrivent. C'est pour plein de raisons. C'est des raisons de... Appelle-moi, je vais y aller. Des fois, les événements sont pas autant diffusés qu'on aurait pensé. Là, il y avait beaucoup de hors les murs pendant le salon à Montréal cette année. Les gens n'ont pas tout à fait le réflexe encore. Voilà. Donc ça, il faut que tu ailles dans différentes librairies pour rencontrer différents auteurs. Moi-même, j'ai pas été forte sur l'autopromo pendant cette période-là. Et il faisait super pas beau cette journée-là. Fait que tout ça mis ensemble, c'est des choses qu'on vit. Je l'ai vécu à l'étranger en masse. Oui. Là, à Genève, là, j'ai passé un beau 2 heures avec juste des gens qui viennent me demander où sont les toilettes. Je me rappelle être allé au Salon du livre de Paris, puis là, j'étais très lucide et très conscient. J'étais comme, mon post sur les réseaux sociaux va faire plus dans l'esprit des gens pour le futur de ma carrière que ce qui se passe mais bien à mon sûr. kiosque. Mais absolument. Oui, mais moi, ça me fait rire. Tu sais, je trouve que c'est très, très, très sain, ces leçons d'humilité-là. Oui. Il y a 1000 sujets que je pourrais aborder avec toi aujourd'hui, puis on va en aborder beaucoup. Mais s'il y en a un que je pensais pas aborder, c'est les biographies. Mais on a appris il y a quelques semaines seulement, en janvier, que tu avais traduit la biographie de Martha Wainwright. À quel point tu es fan de Martha? Mais comme maladivement, là, c'est presque... Je veux dire, j'ai capoté quand j'ai été approchée pour faire ça parce que, je veux dire, c'est comme si... c'est le genre d'affaires que tu envoies dans le ciel, là, puis que tu te dis... peut-être qu'une voix va m'entendre au loin, tu sais. Puis depuis que je savais qu'elle allait publier un livre, puis ça fait des années qu'elle travaillait sur ce livre-là. Je pense que les premières fois où elle a évoqué ce livre-là, on est comme en 2014, là, genre. Puis dès ce moment-là, j'étais comme... faut que je trouve une façon faudrait que ça soit publié au Québec puis que je puisse le traduire. J'étais déjà là-dedans parce que
Martha Wainwright, c'est quelqu'un que je suis depuis avant même qu'elle fasse des disques. Puis est-ce que c'est une autobio qu'elle a écrite? Mm-hmm. Ça veut-tu dire que tu étais en collaboration, en contact avec C'est-à-dire elle? peu, parce que vraiment, le livre était fini. Il était vraiment fini. Un petit peu d'échange de emails, mais on ne s'est pas rencontrés. Puis elle n'a pas relu, même si elle parle français? Pas encore. En fait, on est vraiment en train de terminer tout ça. Donc, la première version est partie à la révision là. Fait que je pense que si elle le lit, ce sera d'ici 2 ou 3 semaines. Là, Tu vas peut-être avoir un courriel de Martha Wainwright? J'espère. Ben, j'en ai eu. Okay. J'ai capoté, évidemment, quand c'est arrivé, parce que c'est quand on discutait c'est quand on lui faisait des propositions de titres en français. Ouais. Donc, avec mon éditeur et puis différents intervenants, mais à un moment donné, elle a répondu, puis donc j'avais quand même Martha Wainwright dans mon inbox, ce qui est quand même quelque chose. Pour moi, c'est une artiste que je suis depuis ses débuts, mais aussi j'ai été élevée sur la musique de sa famille. Donc, pour moi, ça remonte à très, très loin, tout ça. C'est comme fondamental. Puis sur le coup, je me disais, c'est mon plus grand atout, tu sais. C'est ce que je vais leur dire chez Québec Amérique, bon, qui m'ont approché, mais c'est comme s'ils m'ont approché, puis je voulais quand même les convaincre que c'était la bonne chose, qu'il fallait que ça soit moi. Tellement j'étais fébrile de me faire offrir ça. Puis c'est drôle, j'ai l'impression que pendant le travail, il y a des moments où je me suis demandé si c'était un atout tant que ça, que je sois à ce point-là fan. Bien, des fois, ça devient difficile de garder la tête froide devant la matière qui est devant toi, parce que des fois, j'avais l'impression que je la connaissais, comme si je voulais comme ajouter des phrases, tu sais, des fois, comme si je voulais dire « Oui, puis en plus, elle a fait ça. » Puis en plus, oui, tu sais, ou d'aller plus loin, tu sais, de lui donner des qualificatifs qu'elle se donne pas à elle-même, tu sais. Puis là, c'est pas ça la job du traducteur, tu sais. Donc, fallait que je revienne dans mes baskets de traductrice régulièrement, mais ça m'a beaucoup... c'était très, très particulier, là. J'ai passé plusieurs mois avec elle dans ma tête, jour après jour. Puis c'est une biographie qui est extrêmement généreuse en termes d'intimité. Elle, vraiment, elle garde pas grand-chose pour elle. Comme c'est précieux, tu veux tellement bien le traduire. Oui, absolument. Ouais. Mais je sais pas si le mot est bien choisi, mais tu as l'habitude de faire des traductions d'œuvres plus créatives, donc des pièces de théâtre, des romans. Là, on est plus de l'ordre du récit personnel et de la biographie en général. Ouais. Est-ce que le mandat, le plaisir, est-ce qu'ils sont différents? Oui, c'est très différent. En fait, je ne m'attendais pas à ce que ça soit à ce point-là différent de ce que j'avais fait avant. C'est sûr que ma spécialité de traductrice, c'est vraiment la traduction théâtrale. C'est de loin ce que j'ai fait le plus comme traductrice. Peut-être une vingtaine de pièces, alors que j'ai traduit 2 romans avant de traduire la biographie de Martha. Puis, et beaucoup d'albums jeunesse, mais tu sais, ça, c'est des textes qui sont très, très courts. Puis c'est encore une fois une autre approche. Mais donc, moi, mon terrain de jeu, c'est le dialogue, c'est la langue parlée. C'est une langue qui se fout un peu des conventions syntaxiques. Ou en fait, la langue que j'adopte en traduction théâtrale, elle n'a de loyauté qu'envers les personnages. C'est-à-dire, il faut que je livre qui ils sont, d'où ils viennent, comment leur pensée fonctionne. C'est ma seule loyauté. J'ai pas à respecter de règles de français, j'ai pas à ne pas mettre d'anglicisme, j'ai pas... Bon, après, dans le roman, c'est une autre histoire, parce que là, oui, il y a tout le respect de la langue qui s'impose. Surtout dans la narration. Oui, c'est ça. Puis même dans le dialogue... Je veux dire, il y a plus une convention dans le roman, tu sais, dans le livre écrit. Il y a une convention que j'aime beaucoup faire éclater, parce que j'aime que mes dialogues soient les plus proches de ce qu'on peut entendre au théâtre puis à la télé ou au cinéma. Mais il y en a beaucoup encore qui les rendent un petit peu plus formels. Et surtout, encore une fois, comme traductrice, c'est pas ma job de faire éclater quelque chose à la place de l'auteur. Hein? Mais c'est sûr que si je traduisais un roman qui est écrit... en slang très, très assumé, ben là, je pense que c'est quelque chose que je ferais. D'ailleurs, j'ai eu une conversation avec l'auteur Neil Smith, qui est aussi traducteur, puis il a traduit La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson en anglais. Puis on a été sur un panel ensemble de traduction, puis il expliquait son processus, puis je me disais,
ça ressemble à mon processus en théâtre, mais ça doit être vraiment intéressant de le faire pour la page. Ouais. Dans le cas de Martha Wainwright, ce qui est chouette, c'est que c'est quand même une écriture qui est extrêmement personnelle. Puis elle-même, ben, elle écrit. Hein, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui écrit des chansons. Donc, elle a un ton qui est bien à elle. Il y a une rythmique probablement dans ses phrases. Oui, ses phrases sont souvent assez amples. Les phrases sont assez longues. Elle peut passer à 2 ou 3 idées à l'intérieur de la même phrase. Donc, beaucoup de digressions, puis ensuite revenir. C'est bien intéressant comme matière, mais c'est un défi aussi parce que là, on est devant une page. Fait que là, à la fois, je veux essayer de trouver sa musique, puis en même temps, il faut que ça se lise. Il faut que ça se lise. Parce que le problème avec l'oralité à l'écrit, évidemment, c'est toujours ça va-tu devenir pénible pour mes yeux, tu sais? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, quand on veut faire du dialogue le plus près possible de ce qu'on a dans la langue parlée, mais à l'écrit, il y a beaucoup d'élisions. Bien écrire l'abréviation peut devenir difficile pour les lecteurs. Oui, puis ça peut devenir un peu comme... On peut perdre le lien, en fait, avec l'action, avec ce qui est en train de se passer, parce qu'on est comme en train de juste comme déchiffrer. Ouais. Donc, c'est ça. Ça a été vraiment beaucoup de découvertes. Puis je dirais que le grand défi de la biographie, c'est l'exactitude. Parce que tu veux pas... On est en train de rapporter des faits. Des émotions. Des faits, des émotions. On nomme des gens. On nomme des choses qu'on a vécues avec des gens, parfois des gens célèbres. Ouais. Donc là, c'est pas le temps de niaiser avec l'interprétation, là, puis de dire comme si tu dis que quelqu'un a peut-être agi comme ça avec toi, tu peux pas dans l'autre langue dire que cette personne-là a assurément agi comme ça avec toi. Il faut garder une certaine... il faut protéger, en fait, l'auteur. On peut pas aller plus loin qu'elle. Il faut aller à la même place qu'elle. Ouais. Donc, tout ça, c'est des choses super intéressantes. Ouais. Te verrais-tu en faire d'autres ou t'étais comme ça va être le seul moment dans ma vie où je vais faire ça? Bien, je me suis posé la question... parce que c'est sûr que dans la biographie, il y a aussi plus de répétitions. Hein. C'est un format, c'est sûr, où, bon, tu sais, en telle année, j'ai fait telle chose. Ensuite, il est arrivé telle chose. Tu sais, il y a forcément comme un récit un peu chronologique. Ouais. Ce qui fait que moi, j'adorais quand... Elle nous amenait comme dans des moments où elle décrivait comment elle se sentait, son rapport à la musique, son rapport à ses parents, son rapport aux hommes. Là, elle nous parle vraiment de qui elle est. Puis c'était des segments qui étaient vraiment passionnants à traduire. C'est sûr qu'il y a aussi faut passer de l'information. Hein? Puis ça, c'est pas... C'est un peu comme en télé. Tu sais, en télé, j'ai toujours trouvé ça difficile, les parties où il faut passer de l'information versus les parties où on peut juste être... dans le développement de personnages, disons. Fait que je dirais que ça pourrait m'intéresser, mais je pense qu'il faut que le sujet m'intéresse. Beaucoup. Donc voilà, je pense que je traduirais encore des biographies si c'était des biographies de gens qui m'intéressent. Puis dans le giron de la traduction, j'en ai parlé avec Kamal Amakarel, qui a une pratique multidisciplinaire comme toi et moi, puis... La traduction semble l'emballer encore plus que l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose, la traduction au sens large, que tu dirais toi aussi? Parce que c'est tellement émotif dans la recherche, dans la compréhension de la personne qui a écrit. C'est intellectuel et créatif à la fois. Est-ce que ça te fait vibrer encore plus que l'écriture? Bien, ça me rend plus heureuse. Ah ouais? Oui, absolument. Pour les raisons que je viens de résumer ou pour autre chose? Entre autres. Bien, tout ce que tu as nommé. Puis aussi parce que pendant ce temps-là, je suis libérée de moi-même, d'une certaine manière. Comme quand j'écris un article, au lieu d'écrire mon roman, je suis comme... Ben, c'est facile, là. Oui, tu sais, j'imagine... Je vais parler de monde. Oui, puis aussi, moi, je me sens utile quand je fais de la traduction parce que j'ai l'impression d'agir pour le bien d'un autre auteur, donc de participer au parcours de quelqu'un d'autre. De façon générale, j'ai traduit vraiment juste des choses auxquelles je croyais et des auteurs dont je pensais que la parole était vraiment importante à amener ici. Puis, ben c'est ça. Tu sais, c'est comme si... Je pense que quand je traduis, j'ai l'impression de conduire une voiture, de pouvoir regarder le paysage, de aussi être très vigilante, d'avoir beaucoup de choses à vérifier, mais de quand même visiter quelque chose. Puis quand j'écris, ben j'ai l'impression que que je suis dans le moteur. Je suis dans le moteur tout le temps. Fait que j'ai souvent l'impression de ne pas voir le paysage, j'ai l'impression d'être enfermée. Ça demande beaucoup d'énergie qui est auto-générée. Ouais.
Et c'est ça la fatigue que j'ai, c'est d'auto-générer cette énergie. Je tout le comprends temps. tellement, là. Donc, la traduction, c'est comme un peu le meilleur des mondes pour moi. Puis je comprends à quel point tu te sens utile en traduisant les autres, puis des voix importantes, mais est-ce que ça signifie que que tu doutes de ton utilité comme créatrice parfois? Ah oui. Oui, oui, toujours. Ben oui. Ben oui, parce qu'il y a tellement de monde qui font des choses extraordinaires. Je pense pas que je suis nécessaire. Je pense que quelqu'un d'autre pourrait être à ma place puis ferait quelque chose de formidable aussi. Donc, je me sens pas unique. Non, je me sens pas unique. Mais C'est je drôle me parce que dis... j'ai l'impression que quand on fait le chemin de la publication, c'est qu'il y a une petite voix dans notre tête qui se dit j'ai peut-être une vision du monde différente, une façon de raconter un sujet. Je vais créer des personnages qui n'existent pas. Il n'y a pas une petite part de toi qui se dit il y a de l'unicité dans ce que j'amène? Ben, il y a une grosse part de, je sais pas, là, j'appelle ça de la prétention, mais je pense que oui, on a besoin d'avoir tous un peu une petite part de prétendre à dire quelque chose ou à nommer quelque chose que les autres n'ont pas nommé On ou a de tous un nommer ego différemment. pour faire ce métier-là. Oui, je pense qu'on a tous besoin d'en avoir un, soit un personnage qui se fait complètement des illusions ou un personnage très ambitieux ou un enfant aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui entretient une pensée magique sur ce que c'est écrire des histoires, ce que c'est publier, ce que c'est... Je ne sais pas. Je me pose tellement souvent cette question-là. Parce que, surtout dans les dernières années, je ne sais pas, le mix pandémique et quarantaine, peut-être, qui font que on se demande plus is that all there is? Puis est-ce que tu sais... Dans la vie ou dans l'écriture? Dans tout ça, tu sais. À quoi ça sert? Que restera-t-il de tout? Ouais. Quelles conséquences ça a sur... c'est quoi une vie bien vécue? C'est quoi une bonne vie? Est-ce que c'est forcément écrire des livres, les publier? Puis une fois qu'ils sont publiés, puis que tu t'es prouvé à toi-même que tu pouvais le faire, pourquoi t'en fais d'autres? Tu sais? Je suis un peu là-dedans, dans la période... Puis, écoute, c'est lié à plein d'affaires. Là. C'est lié à le fait que la pandémie a arrêté le théâtre pendant tellement longtemps, puis que nos shows ont été repoussés, puis dans mon cas, deux fois plutôt qu'une, tu sais, parce qu'on a eu la malchance de tomber sur Omicron pour le deuxième report de l'ISIS au TNM. Il y a une grande désillusion dans le milieu du théâtre, parce qu'on a aussi reçu le message qu'on n'était pas full important. Puis que si le théâtre pouvait servir de symbole de non-rassemblement en fermant tout ça, même s'il n'y a jamais eu d'éclosion, ben pourquoi pas fermer les théâtres? Fermons les théâtres parce que de toute façon, il y a d'autres formes de divertissement. C'est le fameux mot qui a été utilisé par les dirigeants là, il y a quelques semaines. C'est déprimant pour nous, forcément. On reçoit ça, on est comme « Oh, mon Dieu! » Parce qu'en même temps, bien sûr que moi, je veux dire, jamais je viendrai affirmer que dans l'espace public, la pérennité du théâtre est aussi importante que la survie des gens qui travaillent en santé. Jamais de ma vie, je vais penser ça. Puis je vais continuer à penser qu'il y a des gens qui font des choses plus utiles. Utiles à notre survie, mettons. Puis en même temps, ce qui me ramène toujours à l'écriture, c'est que moi, ça me fait survivre de lire les autres. La survie émotive, psychologique. Puis même, Émilie Perrault a publié récemment un livre sur toute l'utilité de l'art et de la culture dans différentes sphères de la société. Puis il y a des preuves scientifiques de l'effet aussi physique d'aller libérer des émotions, de s'identifier, puis on pourrait continuer comme ça longtemps. Fait que même physiquement, on va mieux parce qu'on consomme de la culture. Oui, bien moi, je le sais pour moi. Je le sais que c'est comme ça que je le vis. J'ai besoin de la lecture, j'ai besoin du roman. En fait, j'ai besoin de la fiction même. J'ai besoin du théâtre aussi, mais j'ai besoin de la fiction at large pour comprendre le monde, pour me réconcilier avec moi-même, pour savoir comment
avoir confiance en l'avenir pour mes enfants, pour savoir aimer mon chum. J'ai besoin de la fiction, j'en ai toujours eu besoin. Fait que ce qui me ramène à l'écriture, c'est que je fais, peut-être qu'à un moment donné, c'est peut-être pas à moi de décider ce que ça vaut, ce que je fais. Ouais. Je pensais pas aborder ça aujourd'hui, mais on a parlé des choix politiques face à la culture. Il n'y a pas eu souvent des artistes qui ont été ministres de la culture. Ouais. Penses-tu que ça changerait quelque chose? Oui. En même temps, tu sais... Moi, si je fais de la politique un jour, je veux faire ça, là. Ouais, bien sûr. Mais moi, je suis cynique aussi, dans le sens que je pense que il ne suffirait pas d'avoir un artiste à la tête du ministère de la Culture pour que tout se règle. Parce qu'il y a plein d'artistes qui sont bien contents de suivre la ligne du pouvoir. Je veux dire, le pouvoir aussi, ça change les gens. Puis, est-ce qu'on a l'oreille du conseil des ministres, du moins des proches du premier ministre, etc.? Oui, après, je pense qu'il peut y avoir une grande désillusion une fois que tu arrives au pouvoir. Il y en a qui ont essayé, là. Pierre Curzi est allé, Catherine Dorion est là présentement. C'est quelqu'un de fort en gueule, qui comprend la stratégie politique et qui a une profonde compréhension de l'art. Ouais. J'aimerais ça. Et ça serait super, hein? Oui, puis moi, je trouve que dans mon milieu, en théâtre, il y a plein de gens qui sont super, là, qui ont des personnalités très fortes, puis des grands talents d'orateurs. Puis les gens de théâtre, je pense que c'est des bons candidats pour la politique parce qu'ils comprennent bien le drame, ils comprennent bien le théâtre de la politique, la game. Ouais. Parlons, album illustré. Tu as publié Truffe, Jeanne Le Renard et moi, Louis parmi les spectres. Je pense que c'est la trilogie des Féliciens. Oui. Il y en a eu 3. J'ai envie de parler de ça parce que présentement, je suis en train de vivre le processus créatif de mon premier album avec Eve Patnaud. J'ai écrit les textes avant Noël et j'ai reçu, il y a quelques jours, les premières illustrations. J'ai pas encore trouvé les mots pour te dire ce que ça fait de voir ça prendre vie. Toi, il y a quelques années, qu'est-ce que ça te fait de voir les premières illustrations qui accompagnaient tes mots ou qui les amenaient ailleurs? C'était une émotion, comme tu dis, assez difficile à décrire. Parce que ça allait au-delà de... Moi, je suis habituée, à cause du théâtre, je suis habituée de voir mes mots transformés. Ça fait partie de mon... même de mon ADN d'auteur. Hein. C'est comme ça que j'ai appris l'écriture par le théâtre. Puis donc... l'effort collaboratif, l'apport des autres qui rendent une œuvre plus vaste, plus grande, plus intéressante. C'est vraiment... ça fait vraiment partie de comme de mes valeurs même d'auteur. Mais il y a quelque chose dans l'illustration qui est très particulier. Je pense, c'est arrivé d'abord avec Félicien, parce que c'est les premiers livres illustrés que j'ai faits. Puis je me souviens d'avoir été très... c'était une histoire qui était proche de moi. En plus, le personnage de Félicien était vraiment très inspiré par mon fils aîné. C'est son deuxième prénom, Félicien, d'ailleurs. Puis il avait beau pas lui ressembler physiquement, c'est pas là que ça se passe. Il y a quelque chose dans l'illustration qui est très... C'est drôle parce que c'est du dessin puis c'est de la couleur. Fait qu'on pourrait penser que c'est de l'artifice, le dessin, que c'est de l'ornementation. Mais c'est pas c'est comme l'effet contraire que ça a sur moi, l'illustration. J'ai l'impression que c'est la même chose en BD, en roman graphique ou même en film d'animation. Je trouve qu'on retourne souvent à l'essence de ce qui a été écrit. Puis quand j'ai vu les illustrations de Marianne Dubuc pour Félicien, puis après ça, évidemment, les illustrations d'Isabelle pour Jane, qui est un récit très autobiographique, ça a été comme... C'était comme revivre ces moments-là, mais dans l'art, tu sais, à travers l'art. Plus que... On dirait que je le ressentais encore plus devant ces illustrations que devant mon propre récit, en fait. C'est comme si entre les lignes de l'illustration, on ajoutait une âme, comme si on allait infuser quelque chose de plus. Oui, une vie comme un... Oui, exact. Puis si tu avais expliqué aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent jusqu'où va la rencontre entre, dans ton cas, l'illustratrice et ton travail d'auteur, comment ça se déploie? Nous, on est, je pense qu'on n'est pas très conventionnel dans notre... Je pense que les gens, ils travaillent plus ensemble que Isabelle et moi. On est toutes les deux
très introvertis, un peu farouches. On travaille vraiment un peu tout seul dans notre coin, puis on n'aime pas ça que les gens viennent par-dessus notre épaule. Ouais. On a vraiment des tempéraments similaires dans comment on travaille. Ce qui fait que tous nos projets ont vraiment été faits en 2 étapes. Donc, il y a eu l'étape de l'écriture, puis après, il y a eu l'étape de l'illustration. Puis ça a été des vases pas tellement communicants. Étonnamment, moi, je m'attendais à beaucoup retravailler mon texte, par exemple, une fois qu'elle allait proposer un storyboard. C'est pas arrivé. Elle aurait pu s'attendre à ce que je critique ces illustrations, que je dise « Ah, je le voyais pas de même, le personnage ». Or, c'est pas arrivé du tout non plus. On avait, je pense, toutes les deux beaucoup de respect pour le travail de l'autre, mais aussi, on a eu de la chance parce que je pense qu'on s'est comprises. On s'est comprises au-delà de tout ça. C'est vraiment comme une réussite de la part de Frédéric Gauthier de La Pastèque qui nous a matchés. En fait, on se connaissait pas avant. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans la collaboration, là, au jour le jour, là, qui montent le storyboard ensemble, qui retravaillent le texte au fil des illustrations. Dans ce que j'ai vécu pour ma seule expérience, tout le texte a été écrit, puis avant que Ève plonge dans l'illustration, elle avait lu, puis elle a fait certains commentaires, dont sur la fin, puis ça m'a convaincue de changer ma fin au complet. Oui. Est-ce que tu as déjà fait ça ou ça n'a jamais... Bien, nous, on a fait des ajustements, mais c'était presque toujours dans la zone du... Peut-être qu'ici, si on en dit moins, on va pouvoir le montrer plus. Ouais. Puis ça, moi, j'ai pas de misère à accueillir ça parce que c'est aussi très présent dans le travail théâtral. Ouais. C'est que des fois, une fois que c'est dans la bouche d'un acteur ou dans le crayon d'une illustratrice, tu fais... Ben ça, c'est inutile. J'ai pas besoin de l'entendre. Le voir va m'aider. Et donc, ça a été comme des coupures, mais puis c'est drôle parce que rendu à Louis parmi les spectres, puis à Truffe, on a eu beaucoup moins à le faire. Puis des fois, ça m'arrivait à moi d'écrire comme des sortes de didascalies, de dire, ben ici, on pourrait voir ça. Voici ce que je voudrais transmettre, mais je pense pas que je veux qu'on le dise. Ouais. Puis donc, là, c'est ça, j'ai travaillé un peu dans la didascalie comme si j'étais au théâtre avec elle, parce que là, on se connaissait plus. Mais est-ce que les commentaires de Marianne ou d'Isabelle auraient pu changer la trame narrative? Tu sais, quand je te dis changer la fin... Ben, je pense que tout se peut. Moi, j'ai changé des choses... tu sais, je pense à ma relation avec Geneviève Thibault au Cheval Doux, qui a jeté de la lumière sur des choses qui me manquaient, par exemple, dans en tant dans qu'éditrice. Oui, mais c'est la directrice littéraire aussi, fait que dans le sens que... Ah, tu veux dire une collaboratrice. Mais je l'ai tellement vécu avec mes metteurs en scène, ça. Pour moi, c'est très normal. Okay. Ben, en fait, c'est que si tu es vraiment sûr de ta shot, si tu es sûr de ce que tu fais, quand ils vont te poser la question de pourquoi ça finit comme ça, ou pourquoi cette scène, pourquoi ce monologue, si tu sais vraiment ce que tu as fait et pourquoi, la réponse va sortir. Puis, avec les années, quand j'étais plus jeune, dès que quelqu'un mettait quelque chose en doute dans une de mes pièces, je faisais « OK, t'as raison, moi, je vais changer ça, c'est de la merde, c'est de ma faute. Ouais. » Avec les années, t'apprends à faire la différence entre « Voici un bon point, tu viens de soulever ma confusion, tu viens de soulever un angle mort, tu viens de soulever un moment flou dans l'écriture, et là, ça vaut le coup que je replonge puis que j'aille voir. » La différence entre ça et là, c'est à toi, metteur en scène, de chercher plus, de chercher plus longtemps. Moi, je sais ce que j'ai fait. Là, c'est toi qui sais peut-être pas comment le monter, mais c'est correct. Tout ça, c'est un effort collaboratif. Ouais. Mais des fois, la solution, c'est moi qui retourne au texte, puis des fois, la solution, c'est metteur en scène ou interprète ou même illustrateur qui va faire « OK, je vais chercher plus loin ». C'est drôle parce que dans tous mes romans, j'ai appris à développer la confiance de dire cette idée-là, j'y tiens, puis je pense qu'elle est hyper pertinente. Là, je sais pas si c'est différent parce que c'est mon premier album ou tout simplement que Tristan Malavoie, Racine comme éditeur, puis Ève Patnaud comme illustratrice, il y avait des bons points. Ben, bien sûr! Puis j'ai juste fait... Je me suis même pas intérieurement obstiné avant de leur répondre. J'étais comme, ben oui. Puis je suis retourné pas à la table à dessin, mais à écrire. Puis j'ai fait les changements. Puis récemment, quand j'ai reçu les illustrations d'Ève, c'est un petit bonhomme de 10 ans qu'elle a dessiné. Je le trouve
tellement beau. Mm. Il y a une sensibilité qui émane de lui. J'ai envie de le prendre dans mes bras. Mais ça, c'est fou, hein? Puis j'ai pas l'impression qu'il ressemble à qui j'étais. C'est juste, ce petit être humain-là est magnifique. Puis ça me donne envie d'être un papa. Ça a eu cet effet-là. Fait que je suis comme... Ah, mais là, on parle d'une illustration vivante. Là. Ouais. Ça veut dire qu'elle a vraiment réussi son coup. J'ai là. l'impression que c'est des sensibilités qui se rencontrent. Absolument. Tu sembles, avec Isabelle, entre autres, avoir vécu quelque chose de similaire, comme si vous vous étiez trouvés. Mhm, mhm. Est-ce que ça va jusque-là que vous êtes Mais en fait, pourquoi vous êtes un duo de feu? Puis en plus, Isabelle, elle a travaillé avec plein d'autres mondes, puis elle continue de faire des super beaux albums avec plein d'autres mondes. Bon, moi, j'écris des livres toute seule, puis Ouais. je continue d'avoir aussi des collaborateurs très, très indispensables pour moi au théâtre. Mais je pense qu'on a des sensibilités similaires. On a toutes les deux une affinité pour la poésie ou l'image poétique Mhm. et en même temps une pudeur, une méfiance de la sentimentalité. Donc, je pense qu'on aime la poésie, mais on se méfie du sirop et du miel. Donc, on a cette espèce de parcimonie. Là, on utilise la poésie avec une certaine parcimonie, toutes les deux. Par exemple, je me souviens comment ça m'avait frappée dans Jane, on l'avait déjà, oui. Des fois, elle va dessiner super précisément un bout de personnage, comme un visage ou un profil ou une machine à coudre. Puis après ça, le reste de l'image va tomber dans le flou, ça va être à peine esquissé. Puis j'étais comme, je reconnais quelque chose de mon écriture dans cette illustration-là, c'est-à-dire le laser sur un détail dont on a l'impression qu'il raconte quelque chose de plus grand, mais après ça, à peine une ligne sur le reste du corps. J'aime faire comme des espèces d'arrêts sur image, puis après ça, augmenter la cadence. Pour moi, c'est beaucoup de la musique. Tout ça, c'est très rythmique. Mhm. J'écris vraiment comme c'est par le son, c'est par la musique que ça me vient. Puis j'ai l'impression que c'est comme sous forme illustrée, que c'est une musique, ce qu'Isabelle fait. On parle de musique dans l'écriture et dans l'illustration. On a parlé de Martha Wainwright. Puis avant qu'on débute l'enregistrement, je te dis que c'était arrivé 5 minutes plus tôt. Tu m'aurais entendu chanter It's All Coming Back to Me Now de Céline Dion. La musique fait énormément partie de ma vie. Est-ce que tu as été une musicienne, une chanteuse ou tu es purement quelqu'un qui en écoute énormément? Ça a créé une musique en toi quand tu écris? Non, je suis une musicienne ratée. C'est ma vocation ratée. C'est ce que j'aurais voulu faire dans la vie, de la musique. C'est la chose que je préfère au monde. Mais pour plein de raisons, mais c'est ça, je suis allée dans une école qui était orientée vers les beaux-arts, donc on faisait de la musique puis de la chorale dès la première année du primaire. J'ai baigné là-dedans donc toute ma vie, toute mon enfance, mon adolescence, puis à l'adolescence en plus, j'étais dans la chorale parascolaire, là, qui était comme à l'extérieur des cours, qui a été vraiment comme une passion pour moi. On a fait des voyages avec la chorale, puis après le secondaire, j'ai continué à chanter dans des chœurs on dit comme du semi-professionnel où tu as vraiment des chanteurs classiques qui sont payés puis qui côtoient aussi des amateurs. Ouais. J'adorais ça. Je me sentais... j'ai toujours été très anxieuse, ça m'apaisait beaucoup. J'ai fait du piano pendant 8 ans, j'ai fait du violon. Là, j'ai toujours été poche, ça n'a jamais décollé. C'est très difficile, le violon. Mais j'étais pas pire en piano, j'étais correcte en piano. Et en chant, visiblement? En chant, je sais pas si j'étais bonne, mais j'étais une choriste. J'étais une fille de chorale. J'ai pas chanté toute seule à peu près jamais dans ma vie parce que, donc, on y arrive. Pourquoi c'est jamais allé plus loin? J'avais un trac maladif, puis un trouble panique qui a commencé donc à la fin de l'adolescence, puis un mauvais timing, en fait. Ma première grosse crise de panique a eu lieu sur scène pendant un spectacle, donc ça m'a beaucoup échaudée, puis ça a fait que vers 20 ans... ouais, c'est ça, 20 ans, j'ai complètement arrêté la pratique de la musique. Puis la pratique de la musique en général. Ça coïncide avec le moment où je suis rentrée à l'École nationale de toute façon. Donc, je me suis vraiment lancée à ce moment-là dans l'écriture.
Mais donc, oui, ça dépasse. C'est sûr que je viens d'une famille où les gens aimaient la musique. Ma mère a toujours écouté énormément de musique, beaucoup de musique française, beaucoup de musique classique. Mon père était plus type oldies, les golden oldies des années 50-60, Elvis Presley, puis la musique populaire. Un de mes frères, super musicien aussi, j'étais très proche de lui, on a fait de la chorale longtemps ensemble. Il a beaucoup influencé mon rapport à la musique. Donc, c'est une famille où on aimait la musique, mais on n'était pas des musiciens. Sauf ma tante qui était altiste. Sens-tu à quel point tout ça se répercute dans ta plume? Ce rapport à la musique. Oui, c'est sûr. J'ai toujours... Je pense encore que j'écris par procuration de ne pas avoir fait de musique. C'est-à-dire que c'est de la musique. La belle procuration. Ben oui, c'est ça, mais pas dans le sens comme un plan B, plus dans le sens que c'est comme ça que j'exprime... Ouais. Ça se passe sous forme de musique dans ma tête. C'est ça que je veux dire. Comme j'ai longtemps envisagé devenir psychologue et je réalise qu'en créant la psyché de mes personnages puis leur évolution, je le vis comme ça. Ah oui, absolument, c'est sûr. Revenons un peu aux albums illustrés. En 2017, tu as gagné... en fait, tu as été finaliste avec Isabelle au prix littéraire du gouverneur général pour Louis parmi les spectres. Tu avais gagné en 2013 dans la catégorie théâtre pour la pièce Bienveillance. Et récemment, en novembre 2021, tu as gagné pour ton roman Faire les sucres. Tu m'as déjà confié plutôt dans le passé en entrevue, puis un peu plus tôt dans notre discussion, que tu as un tempérament anxieux. Tu m'avais dit il y a quelques années que tu te remets beaucoup en question. Est-ce que des mises en nomination ou des prix comme ça vient apaiser quelque chose? Ou au contraire, tu as encore plus peur de pas être à la hauteur dans le futur? Les premiers prix, ça fait ça. Les premiers prix, ça m'a évidemment fait super plaisir, là. Mais ça m'a beaucoup stressée après ce que ça allait avoir comme impact sur ma façon d'aborder le métier. T'sais. J'avais peur d'en avoir besoin après de cette reconnaissance-là pour valider les choses. Que si les choses suivantes n'étaient pas reconnues ou ne gagnaient pas de prix, est-ce que j'allais le prendre comme un échec? Ça a été... il a fallu que je débroussaille beaucoup dans ma tête pour me libérer de ça. Ça m'a comme suivi un peu, je dirais, pendant l'écriture de Faire les sucres, mais pas... mais à un moment donné, je l'ai lâché. Parce que de toute façon, tu peux pas rester avec ces idées-là pendant que tu es dans la matière. Tu fais vraiment pas quelque chose de bon si tu es constamment en train de penser à comment ça va être reçu ou que vont-ils lire dans la phrase que je suis en train d'écrire. Tu sais, ça tue, là. Tu sais, faut le lâcher. Mais le dernier, celui de cet automne, pour Faire les sucres, ça a eu vraiment comme un autre effet. Ça a eu un effet vraiment positif sur mon rapport au succès puis à l'ambition. C'est comme si là, je me suis dit, OK, j'ai plus jamais besoin de penser à ça. C'est niaiseux. Ça fait... J'ai plus besoin de penser à ça jamais. Ouais, c'est comme... Je peux plus comme viser ça ou je peux plus... ça peut plus être un moteur. C'est terminé. Ce moteur-là est terminé. Ce qui est vertigineux, c'est... OK, ben alors, c'est quoi le moteur? C'est, comme je disais plus tôt, la pandémie, la quarantaine, l'usure mentale aussi, là, après 20 ans de travail. Dans le fond, ça fait 20 ans que je fais ça, puis j'ai été comme relativement productive, puis à travers ça, élever 2 enfants, puis, tu sais, juste la vie, là. Il arrive un moment où tu trouves que ton citron, il est un petit peu vide, puis tu te demandes si tu te répètes, puis c'est des questions que je me suis posées beaucoup aussi quand je faisais des apparitions régulières à la radio, puis j'ai décidé d'arrêter à un moment donné les chroniques à la radio, les chroniques spécifiques là, que je faisais à Plus on est de fou, plus on lit, parce que je commençais à trouver que les chroniques se ressemblaient un petit peu d'une fois à l'autre, puis qu'il y avait justement, la musicalité était très similaire d'une fois à l'autre, même si je disais pas les mêmes choses. Ouais.
Puis il y a comme un moment donné, tu te dis, je veux pas... je veux pas être confortable. Je veux pas me rendre trop confortable dans ce que je suis en train de faire, là. Fait qu'il faut que ça soit un peu plus d'inconnu. Mais quand tu n'as plus le moteur de comme l'ambition, là, tu sais, puis c'est différent pour tout le monde, hein. Tu sais, moi, j'ai des amis pour qui c'est l'Europe, tu sais. C'est comme être publié en Europe ou être traduit en anglais. Moi, ça a toujours été un moteur pour moi, être traduite en anglais. Tu sais, ça, c'est big pour moi. C'est comme c'est mon anglophilie, c'est le fait que je suis traductrice aussi, c'est le fait que la littérature que j'aime le plus, c'est de la littérature qui est écrite en anglais. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est comme... C'est une grosse affaire, tu sais. Mais quand ces jalons-là sont franchis, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrêtes d'écrire parce que tu as franchi des jalons? Est-ce que tu optes pour... Ah ben là, il faut que j'empile les reconnaissances. Alors, c'est pas assez. Tu sais, est-ce que c'est comme un fixe, puis là, tu as besoin d'un fixe qui est plus fort? Je veux pas que ce soit ça non plus. As-tu trouvé ta nouvelle réponse? Bien, c'est un peu ce que je disais au début, c'est-à-dire, peut-être que c'est pas à moi de décider. Sur la valeur et l'utilité, mais sur qu'est-ce qui... Ouais, c'est ça. La flamme. Ouais, la flamme. Ça, c'est juste à toi. Bien, il faut être patient, je pense, puis attendre que la prochaine histoire arrive. Ouais. Les prix, les nominations, c'est très beau, mais dans notre milieu petit littéraire québécois, je vais reformuler ça, notre petit milieu littéraire québécois, ça fait beaucoup de jalousie aussi. Ah, ouais. Le milieu, c'est une grande famille pour le meilleur et pour le pire. Je m'excuse de te poser la question, mais est-ce que tu le sens que ça dérange que tu aies autant de reconnaissance? Je sais pas si je sens que ça dérange. Je suis sûre que je suis gossante puis qu'il y a plein de gens qui me détestent. Mais je le sais pas. À ce point-là? Mais je le sais pas, en fait. Tu comprends? C'est pas basé sur... C'est basé sur mon anxiété, c'est basé sur mes propres enjeux d'estime de soi, là, carrément. C'est basé sur mes propres, dans le fond, mes propres complexes, tu sais, mes propres névroses. Moi, je viens pas du milieu littéraire. J'ai pas beaucoup d'éducation formelle littéraire non plus. J'ai peur depuis le début de mon entrée dans le monde littéraire, mettons, milieu littéraire, si on peut dire ça comme ça, d'être méprisée, que les vrais intellectuels sachent que je suis une conne. Tu sais. Moi, je trouve qu'ils gossent, les vrais intellectuels. Je sais, de toute façon, je sais même pas c'est qui. C'est comme des Anonymous, là, ils ont des masques, là. Je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. Fait que t'avais peur d'être jugé avant même de gagner les prix, puis là, c'est sûr. comme pire. Ah non, gagner des prix, pour moi, c'est compliqué, parce que je suis super fière, super contente, tellement contente pour Geneviève, pour Le Cheval Doux, qui est une jeune maison d'édition, tellement contente pour le travail d'édition qui a été fait, qui est un travail extraordinaire avec cette petite équipe-là, pour tout le travail qu'on a mis dedans. Je suis fière pour la fille de 12 ans que j'étais, tu sais, puis qui faisait juste rêver de publier des livres, puis ça me fait capoter de penser que c'est arrivé dans ma vie. Je suis contente d'avoir cette bourse-là qui me permet de continuer à écrire ou de refaire ma salle de bain qui est en train de se démolir, qui est en train de se moisir. Je suis fière pour ma famille, tu sais, pour mes parents qui sont contents de voir ça arriver. Mais tout le reste, c'est compliqué pour moi. Je suis gênée d'avoir gagné. Je suis gênée d'avoir pris la place de quelqu'un d'autre. Je suis gênée de mes privilèges de visibilité. Je trouve pas que je mérite cette visibilité-là. Je trouve que j'ai été beaucoup exposée. Des fois, ça m'arrive de blâmer les médias. Bonjour. Allô. Mais je choisis maintenant, je dis plus souvent non maintenant. Avant, en plus, j'avais de la misère à dire non parce que je me disais aussi, pour qui tu te prends de dire non? T'es quoi, toi? T'es comme t'es Madonna, là, genre, tu vas dire non. Puis parce que le monde de l'édition, puis parce que les théâtres ont besoin de vendre des billets, puis de vendre des livres, puis ça fait partie d'une espèce de roue c'est très difficile de sortir de cet engrenage-là. Fait qu'il y a une partie de moi qui a l'impression que c'est mon devoir d'aller dans les médias. Mais là, c'est ça. Depuis quelque temps, je dis non souvent. J'essaie de dire non
plus de fois que je dis oui. Justement, pour laisser la place à d'autres. Puis aussi parce que c'est plate à un moment donné de... Je veux dire, j'ai pas tant de choses que ça à dire. Dans le sens que j'ai des choses à dire, mais pas à tous les jours, tu sais. Ouais. C'est correct d'espacer les apparitions, c'est ce que je veux dire. Merci d'avoir dit oui. Mais aussi parce qu'il y a des contextes qui sont... comment dire? Je trouve que des fois, les podcasts, ces entrevues-là qui sont plus comme de longue haleine, qui sont pas diffusées en direct, qui sont pas tributaires aussi de cette idée de spectacle, en fait, hein? D'avoir un personnage médiatique. Tu sais, j'ai l'impression, quand je parle avec toi ici, je me sens moins... J'ai pas la même nervosité que quand je suis en ondes, en direct, par exemple, où j'ai l'impression qu'il faut que je performe quelque chose. Malgré tout, hein, malgré tout, j'essaie d'être moi-même tout le temps, mais malgré tout, il y a une forme de... Il y a une nervosité qui embarque que je peux pas contrôler. Puis cette nervosité-là, elle me pousse à peut-être à beaucoup rire ou à beaucoup... je sais pas, à vouloir comme... occuper le temps d'antenne le mieux possible. Je vais être très bonne élève. Puis ça, c'est comme... Je veux me libérer de ça aussi. On est parti de... Je suis allée loin, là. Mais tout est cohérent, on a fait ça comme ça. J'ai envie de te demander, après tout ce que je viens d'entendre, est-ce qu'un jour, il y a une confiance plancher qui s'est installée? Comme quelque chose qui t'empêche d'aller dans le 3e sous-sol comme avant? Ben, malheureusement, non. Non, je dirais pas ça. Non. Il y a une confiance planchée sur les gens en qui je peux avoir confiance. À l'extérieur. Ouais, donc je peux me fier au jugement de ces personnes-là sans paranoïer, sans me demander s'ils sont en train de, comme soit d'être complaisants avec moi ou d'être destructeurs ou méprisants. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas tant de gens que ça. Parce que même nos amis, hein, des fois, nos amis, ils sont formidables puis ils sont super encourageants, mais ça m'arrive des fois de faire... Mais est-ce que je peux vraiment avoir confiance qu'ils sont en train de me dire la vérité, tu sais, sur moi, sur ce que je fais? Mais ceux en qui j'ai vraiment confiance me donnent suffisamment d'indications que ça vaut la peine de continuer à essayer. Tu sais, c'est toujours ça, évidemment. C'est ça, en fait, l'affaire. Moi, j'ai pas l'impression de gagner en confiance, mais je me dis, j'ai pas réussi à faire le livre parfait, en fait. C'est beaucoup ça, le moteur, hein? Ça aussi, c'est une grande prétention. Fait, tu sais, une fois qu'on se libère là, de l'idée du succès, de vendre des livres, d'avoir des prix, tu sais, tout ça, là, si ça peut s'en aller, la prétention qui peut pas s'en aller, c'est celle-là. Je veux faire le livre parfait. Pas meilleur que les autres livres, mais un livre parfait. Parce qu'il y en existe plusieurs, des livres parfaits. Il n'y en a pas juste un, là. Je te dirais, je pense que j'ai jamais eu ça comme ambition. J'en ai plein. Mais celle-là n'a jamais passé par ma tête. C'est quoi, à ton sens, un livre qu'on peut qualifier de parfait? Bien, ça va être un livre parfait pour moi, tu comprends? Mais pour moi, il y en a des livres parfaits. Là, mettons, cette année, là, je trouve que La reconstruction du paradis de Robert Lalonde, pour moi, c'est un livre parfait. C'est un livre parfait. Puis qui est très différent de Olive Kitteridge de Elizabeth Strout, par exemple, qui est une auteure américaine que j'aime beaucoup. C'est un récit parfait. C'est un personnage parfait. Il n'y a pas un mot de trop. Tout ce qui est là devait être là. Je pense à le premier livre de la trilogie de Rachel Cusk, là, Transit. Tu sais, pour moi, c'est un livre parfait. Il y en a plein des livres parfaits. MILF de Marjolaine Beauchamp, c'est un livre parfait aussi. Serais-tu capable de dire qu'un des tiens l'est? Non. Mais non, hein? Non, mais je dirais que celui qui, mettons, traverse les années et dont je me sens très proche, presque dans sa totalité, c'est Jane Le Renard et moi. Je t'écoutais finir ta phrase, j'étais comme, c'est ça qu'elle va dire. C'est sûr. Ouais. Puis, en 2021, Faire les sucres a aussi été parmi les livres les plus lus à la Ville de Montréal. J'imagine dans toutes les bibliothèques, un peu partout. Est-ce que ça te dit qu'il y a un lectorat de plus en plus grand et fidèle qui te suit?
Oui, ben ça me dit que je suis vraiment chanceuse qu'il y ait des gens qui veuillent me lire comme ça. C'est vraiment, vraiment cool. En même temps, tu sais, faire les sucres, il n'y a pas le même tout à fait. Les gens qui ont adoré les maisons, c'est souvent pas les mêmes qui ont adoré faire les sucres. Hmm. Il y a, il y a beaucoup de gens qui ont aimé les maisons qui ont été déçus par faire les sucres. Mais ça, c'est quelque chose où je m'attendais un petit peu à ça. C'était peut-être inévitable parce que c'est des personnages qui sont un peu antipathiques d'en faire les sucres. Je suis pas en train de dire que les gens qui ont aimé les maisons, ça leur prend du feel good, puis pas du tout, là. Des gentils. Moi, non, c'est ça. C'est pas ça que je veux dire du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que dans les maisons, il y avait une intériorité. On était avec ce personnage-là de Tessa. Puis ce que j'ai compris, en tout cas avec les messages de ceux qui m'écrivaient, c'est qu'ils se reconnaissaient. Beaucoup de gens se reconnaissaient dans Tessa, alors que c'était beaucoup plus difficile de se reconnaître dans Adam et Marion, ou à tout le moins de l'admettre qu'on se reconnaît dans Adam et Marion. Puis je savais, c'est mon livre, pour moi, qui est très grinçant, très cynique. J'ai besoin de reculer, d'ailleurs, de cette âpreté-là que j'ai eue d'en faire les sucres. La pièce sur laquelle je travaille là qui va être sur scène au Katsu dans 2 mois, est très, très différente. Oui, il y a de l'humour, il y a de l'ironie, tout ça. C'est sûr que j'ai toujours un peu ça dans mon écriture, mais c'est une pièce sur l'amitié, très sincère. C'est une pièce très sincère, en fait. Puis je me rendais compte que le prochain roman, pas très longtemps après la sortie de Faire les sucres, bon, évidemment, ça tombait en plus en pleine élection américaine, pandémie, deuxième vague. C'était tellement rough, puis c'était tellement polarisé. L'atmosphère sociale était tellement polarisée que je me souviens d'être allée marcher sur le Mont-Royal puis d'avoir eu comme un petit pop de... Dans mon prochain livre, les personnages vont faire de leur mieux. Ça va être des gens sincères. Besoin d'aller ailleurs. Mais j'ai besoin de lâcher un peu cette âpreté, cette acrimonie qu'ils avaient les uns envers les autres, cette violence intérieure. J'ai tellement été habitée par cette violence-là, à la fois d'en faire les sucres, dans les maisons, dans les retranchées. Puis c'est pas que moi, je me sens plus lumineuse, forcément, là. Mais c'est aussi une façon de... juste d'approcher des personnages sous un autre angle, peut-être moins sous l'angle hyper critique, intransigeant. Dans les dernières semaines, derniers mois, il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles. Il y a eu au TNM la pièce L'Isis qui a été annulée et reportée pour une 2e fois. Quand on est quelques jours avant Noël, puis que tu apprends que les théâtres referment, puis tu t'imagines que ça va durer tout le mois de janvier, fort probablement, ce qui a été le cas. Quelles émotions t'habitent à ce moment-là? Oh! C'est drôle, hein, parce que l'Isis, on a vu un enchaînement le 16 décembre. Au matin. Le même jour où il y a eu la fameuse conférence de presse qui nous annonçait que c'était Omicron, puis c'était maintenant, puis c'est tout. Hein? C'est ce jour-là, là, quand ça a flippé, là. Ouais. Ben, le matin, nous, on était en enchaînement, puis c'était devant tout le personnel du TNM. C'était notre premier gros enchaînement devant tout le monde. Puis c'était vraiment super. Tu sais, c'était bien festif. Puis on sentait là, que... Tu sais, c'est un gros bateau, l'Isis. Hein? Il y avait comme... il y a beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Plus des musiciennes. Ça faisait 16 personnes sur scène. C'était un gros, gros paquebot à conduire. On a changé une partie de la distribution entre la création de 2020 puis la création de 2022. Bon, les deux n'ont pas eu lieu finalement, mais on a changé à peu près la moitié de la distribution. Donc, c'était un peu à recommencer. La chimie avait pogné avec ce deuxième groupe-là aussi. Donc, tout le monde était très, très heureux de où ça s'en allait. Puis c'est drôle, on est sortis dehors à midi après l'enchaînement, puis quelqu'un sur son téléphone disait « Ouais, ils vont annoncer, là... Ça chie, là, c'est terminé. » Puis, évidemment, on pensait pas que... Ce jour-là, est-ce qu'on a su tout de suite dans notre cœur qu'on ferait pas le show? Moi, oui. Moi, Alexia et moi, on a tellement été habitués à ces déceptions-là depuis 2 ans en théâtre, aux refermetures, que moi, j'avais pas de doute. Mais c'est drôle,
l'équipe, ça a pris comme 2 semaines avant que ça soit confirmé qu'on n'allait pas jouer. Au début, c'était comme, finalement, au lieu de recommencer le 3 janvier, on va recommencer le 5. Puis finalement, on va faire la première médiatique, ça va être la vraie première le 13. Puis moi, je recevais les emails, puis je savais déjà, en fait. Fait que ça montrait à quel point on était un peu désensibilisés. En tout cas, nous, Alexia et moi, on l'a vécu comme ça. C'était comme un... Je sais que pour... Bah. Ouais, mais c'était comme... de toute façon, comme si on méritait ça, un show, nous autres. Tu sais, c'est un peu ce genre de déception-là. Je sais que pour certains acteurs, actrices, ça a été vraiment plus un choc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y croyaient, là, tu sais, que ça allait se passer. C'était des grosses partitions? Des grosses partitions. Puis il y a ça aussi. Tu sais, nous, comme autrices du spectacle, notre joie, bien sûr que c'est de voir la pièce devant le public, mais moi, un très bon enchaînement 2 semaines avant une première, c'est là que ma peur s'en va. C'est quand je fais « OK, il existe le show ». Puis moi, je l'ai entendu. Je vous ai entendu livrer ma partition. Je vous ai vu être super beau puis super bon. Fait que pour moi, je l'ai eu, tu sais. Mais pour eux, c'est autre chose, tu sais. Puis le plus difficile, et le plus thrillant, c'est le moment où ils jouent devant des gens. Puis le fait que ça soit comme avorté, encore une fois, tu sais, c'est tellement dur. C'est vraiment comme un... Je pense que pour eux, ça a été vraiment terrible. Je pense que ça va être reprogrammé en 2024. Ben alors, c'est le souhait. C'est le souhait de Lorraine, c'est le souhait du TNM. Moi, comme on dit... On va le croire quand on va le voir. Hein? Mais si tu avais quand même à nous donner un aperçu de ce qu'on n'a pas encore vu, c'est quoi ce projet-là? Ben, c'est ça, c'est un grand spectacle. C'est un spectacle à grand déploiement où on a voulu moderniser beaucoup cette fable grecque. Il reste presque plus rien de la pièce d'origine d'Aristophane, Lysistrata. Qui était une comédie, qui était beaucoup comme un peu une guerre des sexes, où les femmes de toute la Grèce faisaient la grève du sexe pour inciter les hommes à cesser la guerre. Hein. C'était ça la prémisse de la pièce d'origine d'Aristophane. Nous, on a complètement réécrit, en fait, c'est une vraie création, mais qui reprend l'idée d'une grève sociale. Mais nous, on a choisi de faire la grève de l'enfantement, la grève de la fécondité, parce qu'on trouvait que c'était un levier par rapport au néolibéralisme, par rapport au capitalisme, c'était un levier qui était plus intéressant. Le fait de cesser la reproduction pour nuire à la production, en fait, de la société. Puis, on a quand même gardé certains aspects d'une pièce grecque. Donc, il y avait un chœur, il y avait le chœur des femmes, le chœur des hommes. Il y avait beaucoup d'éléments symboliques. Par exemple, il y avait ce qu'on appelait le Boys Club. C'était le président d'une compagnie avec ses 2 suivants. Il y avait aussi la cellule des femmes qui était vraiment plus une cellule de révolte. Il y avait des paliers de confrontation intergénérationnelle, mais aussi intersectionnelle à l'intérieur même de la cellule de protestation. Nous, on voulait vraiment faire une sorte de fresque qui représentative de tous les conflits qui émergent en temps de révolte ou de révolution, qu'on soit du bon ou du mauvais bord. T'sais. Est-ce qu'on parle d'une pièce fleuve de 2h30, 3h? Non, c'était pas si long. Non, on était à peu près à 1h55. Pour dire tout ça? Ben oui, non, c'est sûr que c'est un gros contrat. On proposait beaucoup de choses. C'est sûr que ça, je serais vraiment curieuse de voir... C'est un gros défi. Oui. Ben, c'est pour ça que ça a été compliqué à monter, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, puis qu'on voulait effectivement que ça soit contenu dans cette pièce de 1h50. Ben, il y a des moments qui sont impressionnistes. Tout ce que j'explique là, c'est pas nécessairement explicité sur scène. On le fait à travers un récit, donc le récit de cette grève-là. Mais voilà. Puis il y avait de la musique live, puis il y avait des tableaux. C'était très, très visuel aussi. C'est une artiste en art visuel, Dominique Blain, qui faisait la scénographie. Donc c'était quelque chose qui était très ample. Lorraine voyait quelque chose de très...
d'assez grandiose, en fait. Donc, ça aurait été vraiment... C'était une distribution super variée, intergénérationnelle, multiculturelle, vraiment chouette. Ouais. Puis il y a eu donc ce mur entre tes mots au théâtre et les gens depuis 2 ans, depuis le début de la pandémie. Tes mots de théâtre se sont rendus aux gens autrement via la télévision cet automne, entre autres avec Les Hurlevents. Anecdote qui n'a vraiment pas rapport à une question pertinente. Moi, je l'avais vu au théâtre Denise Pelletier. J'ai adoré ça. Puis ensuite, c'est parti en tournée. Il y avait un arrêt à Amos. Puis pour Noël, j'ai offert des billets à mes parents. Ils sont allés, ils ont beaucoup aimé. L'année suivante, j'ai comme oublié que je leur avais offert ça. Je leur ai offert une nouvelle paire de billets pour la même pièce à Amos. Et je pense qu'ils sont retournés. Puis ils ont aimé ça tout autant. Fin de la parenthèse. Tu sais, quand tu écris pour les codes du théâtre et que là, tout d'un coup, tes mots se retrouvent à l'écran, comment tu vis ça? T'es-tu comme... Mais non, ça fonctionne pas. C'est pas pour ça weird, que ça a été fait. C'est sûr, c'est weird, les captations de théâtre. T'sais, on est tous d'accord là-dessus. On dirait que dans le... Mais il y en a plein qui fonctionnent super bien, mais toi, t'es l'autrice. T'es-tu comme... Non, faites pas ça. Ou tu vois une valeur? Non, je vois une valeur. Pour moi, tu sais, la tournée de Hurlevent, il y avait eu 2 remplacements. Donc, c'était les nouvelles actrices, Rosanne Derry puis Alice Pasquale qui remplaçaient Florence Lompré puis Emmanuelle Lucier-Martinez. Elles l'ont à peine joué. Tu sais, je pense qu'elles ont fait comme 4-5 shows, puis la tournée a été arrêtée par la pandémie. Fait que pour moi, il y avait une valeur d'archive extraordinaire dans le fait de faire une captation. J'étais évidemment super méfiante, là, dans le sens que je m'attendais à pas grand-chose. Je me disais, on le sait, le théâtre filmé, c'est toujours weird, puis le niveau de jeu est pas pareil qu'à la télé, puis personne n'écoute ça, puis, tu sais... Mais moi, quand je l'ai vu, c'est sûr que je peux pas parler pour le public, je sais pas comment ça a été reçu par le public, mais moi, quand je l'ai vu, j'ai été super touchée, en fait, que ça existe. Je trouvais que l'étrangeté était attachante, comme... parce que ils changeaient pas vraiment leur niveau de jeu par rapport au show qu'on avait fait sur scène à Denise Pelletier, mais ils le projetaient pas comme au théâtre. Hein? Ils jouaient un peu comme évidemment, pas comme une italienne, mais un peu comme quand on fait une lecture autour de la table. Puis moi, des fois, c'est les moments que j'aime le plus. C'est quand les acteurs découvrent un texte, puis qu'on lit autour de la table, puis qu'il y a un calme. Un peu moins d'artifice. Oui, un peu moins d'artifice. J'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau d'avoir des gros plans sur eux, parce que Denise Pelletier, c'est tellement une grande salle. La plus belle, mais je pense la plus grande avec une le des TNM, grandes, oui, puis du CEP, là, c'est des grandes salles. On voit pas tous les détails des c'est visages. Ça, tu sais, souvent, c'est comme un peu... les visages sont flous, alors que c'est des gens qui ont tellement des visages expressifs, puis qui m'ont tellement fait rire, puis qui m'ont tellement touché en répétition, quand on les voit de proche. Puis après ça, quand on les voit sur scène, ben, ils sont loin, puis on perd un peu des détails. Fait que moi, retrouver ces visages-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Fait que j'étais contente. Puis je trouve ça quand même chouette, ce qui s'est passé pendant les 2 années où il y a eu des captations, puis il y en a qui ont été faites vraiment à la va-vite. On filme un show, on fait pareil comme si c'était sa scène, mais avec des caméras, un peu comme à l'ancienne. Puis il y en a d'autres qui sont complètement sortis du cadre, comme je pense avec les Hardings, exactement. C'est un très bon exemple de sortir du cadre puis de vraiment éclater la forme. Je sais pas, je suis peut-être... on dirait que parce qu'on a tellement regardé de télé, tu sais, depuis 2 ans, non seulement la télé québécoise, mais toutes nos plateformes, on s'est tellement gavés, tu sais, de télé. Puis on dirait que des fois, je suis contente aussi de voir une forme télévisuelle qui n'est pas télévisuelle, tu sais, qui est weird. Puis je connais pas les statistiques de visionnage sur tout.tv des Hurlevents, mais je sais que la pièce de Robert Lepage, qui a été adaptée captée pour Télé-Québec, les Hardings, il y a eu du 100 000, 200 000, 300 000 téléspectateurs. Penses-tu qu'il y en a certains d'entre eux qui vont vouloir vivre l'expérience en salle après y avoir goûté à la télé? Moi, je pense que oui. Je pense que des gens qui sont pas habitués d'aller au théâtre puis qui ont aimé une captation, c'est sûr, si t'as pas aimé ça te convainc pas. Ça nuit. Là. Je pense que là, c'est sûr, ça nuit au théâtre. Parce que là, tu fais, bon, Dieu, c'est quoi ça? C'est weird. Ça m'intéresse pas. Mais si
Si ça t'a plu, je pense qu'en fait, oui, hein, c'est une super belle carte de visite. Ouais. Puis, j'ai évoqué en début d'entrevue, on vient d'Amos tous les deux, mais toi, tu as quitté assez rapidement vers Montréal. Moi, je suis resté là jusqu'à 17 ans. Puis, je me souviens avoir vu peut-être une pièce et quart dans toute ma jeunesse là-bas. C'était avec l'école. Quand j'ai étudié au Saguenay en journalisme, j'en ai vu peut-être 2 à Chicoutimi, alors que j'étudiais à Jonquière. Fait que quand je suis arrivé à Montréal, je me suis rattrapé, je me suis gavé avec mes petites économies d'étudiant. J'allais avoir 15 à 30 par année. Wow. Puis ensuite, mon métier m'a amené à y aller beaucoup de façon plus naturelle. Est-ce que le théâtre est arrivé très jeune, très tôt dans ta vie? Oui, quand même. Ben, encore une fois, à cause de l'école Face. où je suis allée, Face, c'était... D'abord, on faisait du théâtre très, très jeune, mais aussi, on était au centre-ville de Montréal, donc vraiment près de l'Université McGill. Puis, ben, une de nos sorties les plus fréquentes, c'était à la Maison Théâtre, puis on y allait même à pied. Je peux dire à quel point je suis jaloux d'entendre ça. Là. Ben oui, fait qu'on a eu cette chance-là d'aller voir des pièces jeunesse dès, je me souviens, là, Le Nez. Faudrait retrouver quand est-ce que ça a été créé, Le Nez, mais c'est genre 83, 84 peut-être. Fait qu'au primaire, à la Maison Théâtre, au secondaire, j'imagine, chez Denise Pelletier. Exact, on appelait ça la NCT à l'époque, Ouais. la nouvelle compagnie théâtrale. Donc là, on allait voir des spectacles à Denise Pelletier et ma meilleure amie et moi, donc Alexia Burgère, qui est ma meilleure amie depuis le primaire, on s'est mis à triper aussi sur le théâtre assez tôt au secondaire. On s'est mis à monter nos propres pièces, ben, pas des pièces qu'on avait... Oui, quelques pièces que j'avais écrites qui étaient très mauvaises, mais aussi, on montait du Arthur Miller, puis on tripait sur le grand théâtre américain dans ce temps-là. Ouais. Puis on montait nos pièces nous-mêmes, à part les pièces qu'on montait avec l'école. Donc, elle faisait déjà la mise en scène de nos pièces. Puis on s'était abonné en secondaire 5, on s'est abonné au Katsu puis au TNM. Ah ouais, beau contraste. Oui, vraiment. Mais aussi, on les connaissait peu aussi, les théâtres, à ce moment-là. On connaissait... disons que j'ai découvert vraiment comme La Licorne puis l'Espace Go puis tout ça beaucoup plus avec l'École nationale. Moi, quand je suis arrivé, je les connaissais pas, les théâtres, mais à l'instinct, en lisant les résumés, en allant voir beaucoup de pièces, j'ai fait, moi, je suis un gars de La Licorne, beaucoup. Ensuite, Théâtre d'aujourd'hui. Ensuite, je me suis dit, bon, ben, va au TNM pour aller aussi découvrir des classiques. C'est ça. Puis éventuellement, je suis allé partout, beaucoup. Mais ouais, on finit par trouver lesquels cadrent avec nous. Ben voilà, mais là, je pense que nous, quand on a découvert le Katsu, on a vraiment trippé. Parce que là, c'était la grande époque de Pierre Bernard, puis c'était les pièces de David Mamet, puis de Cindy Lou Johnson, puis Brad Fraser, puis la nouvelle dramaturgie canadienne-anglaise, puis américaine, puis on était comme... On n'imaginait même pas qu'un théâtre comme ça existait. Puis parallèlement, on allait au TNM, puis là, c'était l'époque... bon, je me souviens d'avoir vu Le Temps et la Chambre de Boto Strauss avec Pascal Monpetit, qui était toute jeune à ce moment-là. Puis là, c'était comme du théâtre contemporain allemand, mais comme osé. Tu sais, nous, on avait l'impression que c'était très edgy. Puis aussi du théâtre comme plus symboliste. On avait vu Loulou de Wedekind. Donc, c'était comme à mi-chemin entre le classique puis le théâtre comme de recherche un peu. Puis à cette époque-là, on avait vu à la NCT Roberto Zucco, tu sais, de Coltès, monté par Denis Marleau. Fait que là, on était comme... Waouh, tu sais, il y a plein de choses qui se font. Il y a plein de choses qui s'imaginent au théâtre, qu'on peut imaginer au théâtre. Fait que c'est comme, j'imagine, un coup de foudre à l'adolescence pour le théâtre qui t'a mené à étudier en écriture dramaturgique et non pas aller en littérature ou en création littéraire plus at large. C'est ça qui a fait le chemin dans ta tête vers l'École nationale de théâtre? Oui, puis aussi, c'est le pur hasard, en fait. Parce qu'aujourd'hui, t'écris tellement de formes. Bien sûr que le théâtre t'a fait plus de projets, mais je sais pas si à l'adolescence, t'aimais déjà écrire plein de choses, puis t'as dû t'arrêter pour te dire, non, faut que j'aille, je veux écrire, étudier en écriture dramaturgique. En fait, c'était vraiment... je m'enlignais pour aller faire des études littéraires. Bon, j'ai fait un cégep en arts, lettres et communication, donc c'était encore une fois très généraliste. Donc là, où tu peux scénariser, puis tu vas écrire aussi de la poésie, puis tu vas aussi faire du montage, puis bon, il y avait toutes sortes de choses qu'on faisait. Puis après, c'est ça, je m'enlignais vraiment pour des études littéraires à l'université. J'étais même inscrite, là. J'étais inscrite en études françaises à l'Université de Montréal. Puis c'est
encore une fois, parce que ma meilleure amie, donc Alexia, j'ai vraiment une dépendance affective, là, parce que je l'ai suivie au cégep, parce que c'est elle qui s'était inscrite en arts et communication. Moi, je m'en allais à Dawson en liberal arts, donc je suivais mon anglophilie vers le cégep anglophone. Je pensais que j'irais étudier la littérature puis la philosophie en anglais. Puis quand j'ai su qu'elle allait en arts et com en français, j'ai changé d'avis parce que je voulais rester avec elle. Puis je me suis fait mettre sur la liste d'attente de l'autre cégep. Puis finalement, ça a marché. Puis là, finalement, on est allés ensemble au cégep. Donc, on ne s'était pas lâchés depuis 13 ans. On était ensemble du primaire, secondaire, cégep. Et ensuite, elle a voulu faire ses auditions pour entrer en jeu dans une école de théâtre. Donc, elle faisait ses auditions partout. Puis, à un moment donné, elle a ramené un pamphlet chez nous de l'École nationale de théâtre. Puis c'est là que j'ai découvert que ça existait. En fait, j'avais aucune idée que ce programme-là existait. Puis je m'enlignais pas pour aller en création littéraire à l'université. Je m'en allais en études françaises. Je voulais aller étudier la littérature, peut-être écrire, mais j'étais comme un peu pragmatique aussi. À ce moment-là, je m'imaginais pas du tout que c'était un métier envisageable pour moi. Ouais. J'avais besoin de trouver comme une formule. Là. Je me disais, je vais étudier la littérature, je pourrais enseigner peut-être la littérature, puis j'écrirai si je suis capable, tu sais. Par exemple. Ça, c'était comme un plan, mais flou, mais mettons un plan. Acceptable, tu sais. Puis là, quand j'ai vu ce dépliant-là, il y avait même pas... On n'allait même pas sur le site Internet, là, ça n'existait pas tant que ça. Notre vieux dial-up. C'était vraiment... On trouvait des dépliants, là, carrément, dans l'entrée de l'école. J'ai l'impression qu'on parle de l'Antiquité. Bien, 98, là, tu sais, ça commençait, là, les emails, mais c'était compliqué, là. On fallait se brancher, puis là, il fallait que tu t'enlèves ton téléphone pendant que tu prenais tes emails, puis c'était lourd, là. C'était lourd de prendre ces emails. Puis j'ai vu ce programme-là. Il fallait soumettre une pièce de théâtre qui durait 45 minutes. Il me restait à peu près un mois avant la date limite. T'as pas soumis l'une de celles du secondaire que non, t'aimes c'est pas? ça, exact. Non, certainement pas. J'ai écrit une pièce de 45 minutes. Puis d'ailleurs, on l'a montée au Fringe. On s'est inscrite au Fringe. On s'est dit, tant qu'à l'avoir écrit, on va la monter. Puis Alexia l'a montée. C'était 3 monologues croisés. Puis ça a marché. Ils m'ont appelé pour le stage, parce qu'à l'École nationale, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils appellent à peu près 6-7 personnes en stage, puis ils retiennent 2 personnes. C'est fou, 2 ça. personnes par classe. C'est la chose la plus contingentée de l'histoire, en termes de programme Ben, je pense que le programme d'interprétation est encore plus contingenté, parce qu'il garde une douzaine de personnes sur à peu près 600. Proportionnellement, tu as raison, mais ce programme accepte 2 individus. Oui, puis oui, c'est ça. Puis moi, ben, c'est ça, je suis rentrée avec un gars là, qui était mon collègue en première année, puis lui, il est parti au bout d'1 an. Fait que les 2 autres années, j'étais seule dans ma classe. Ouais. J'étais la seule finissante en écriture l'année où j'ai fini. Puis pas très longtemps après que tu as terminé, tu as commencé la traduction théâtrale. Oui. Puis je sais que les artistes qui ont écrit les pièces que tu as traduites viennent de différents pays. Je me demandais, est-ce qu'avec le temps, tu as remarqué des dénominateurs communs chez les artistes que tu aimes traduire, que ce soit dans leur culture d'origine, dans les sujets qu'ils abordent, dans les genres de pièces, leur style d'écriture? T'es comme, moi, là, ça, c'est ma talle. Ouais. Bien, tu sais, c'est sûr que j'ai pas toujours tout choisi, mes traductions, mais j'ai toujours été contente de traduire les pièces que j'ai traduites. Puis je pense qu'au fil du temps, on vient vers moi pour un certain type de pièces aussi. Bien, c'est sûr que ma talle, c'est un théâtre contemporain qui est en langue parlée, qui est en langue assumée, parlée. Je suis moins, je pense, une traductrice du poétique, quoique. J'ai quand même traduit aussi des autrices contemporaines américaines là, comme Sarah Rule ou Sheila Callahan, qui écrivent vraiment dans des zones où le poétique côtoie l'argot, là, tu sais. Puis ça, c'est vraiment super intéressant aussi. Mais c'est sûr que je dirais que la majorité des pièces que j'ai traduites étaient plus dans un langage très franc, même assez cru. Je pense évidemment à Dennis Kelly parce que c'est l'auteur que j'ai traduit le plus. J'ai, moi, très rapidement trouvé des
une filiation entre le slang britannique Mhm. actuel puis la langue québécoise J'ai actuelle. regardé dans ce que tu as fait, puis j'étais comme, il y a des Américains que tu as traduits, Oui, mais mon feeling, avant d'aller fouiller, c'était que tu avais une filiation avec les Britanniques, ouais, puis ouais. peut-être même les Écossais, ça se Ben, peut-tu? britannique, écossais, irlandais, ouais, c'est Ouais, ça. hein? J'ai traduit plus de pièces britanniques. Mais c'est sûr aussi que c'était parce que j'ai été sollicitée plusieurs fois par La Licorne, puis à La Licorne, ben, Jean-Denis Leduc avait la même passion que moi pour ce théâtre-là. Puis il y a comme des liens entre la licorne et les plumes Oui, du puis même Royaume-Uni. carrément les compagnies puis les théâtres là-bas. Ouais. Il y a vraiment eu des amitiés qui se sont créées, mais j'ai effectivement traduit aussi des pièces américaines. Puis dans les dernières années, j'ai eu la chance de traduire un peu plus de femmes aussi. Mm. Puis c'est des Américaines, là, je pense à Les Louvres, là, à Espace Go, le Sarah Delap, qui est une jeune Américaine. Puis Naomi Wallace pour La Brèche, qu'on a failli pas jouer, qu'on a finalement joué juste avant que ça referme. Justement, on a trouvé une brèche. Tu t'es faufilé. Oui, c'est ça, pour jouer cette pièce-là. Puis ça a été un vrai plaisir aussi de voir ces écritures féminines-là, contemporaines, se rendre à nos scènes aussi. Si on parle de dénominateur commun dans ta propre création, à travers les albums, les essais, les romans, les pièces, est-ce que tu vois, après 20 ans, avec un pas de recul, certains grands thèmes émerger ou des questions auxquelles tu réponds tout le temps avec un point de vue différent? Tu tentes du moins de répondre. Une chose qui revient beaucoup, puis particulièrement depuis Bienveillance, on dirait que c'est comme la question qui s'est formulée le plus clairement avec Bienveillance, mais après ça, qui me poursuit aussi depuis tout ce temps-là, c'est la question des idéaux qui se frottent à nos désirs ou à nos pulsions. Donc, qu'est-ce qui se passe quand nos valeurs entrent en contradiction avec nos désirs? Puis, qu'est-ce qu'on fait avec cette friction-là? Qu'est-ce qui se passe quand on décide de s'en tenir à nos valeurs? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qu'est-ce qui se passe quand on décide d'obéir à nos désirs ou notre intérêt? Ce que ça nous fait, comment ça nous transforme. Ça, je pense que c'est une obsession chez Qu'on moi. peut sentir dans les essais et les romans et dans le théâtre. Est-ce qu'on le sent un peu dans les albums ou pas du tout? Peut-être un petit peu dans Louis parmi les spectres, l'idée de bien faire. Mm. C'est quoi être courageux? C'est quoi bien faire? Mais dans le personnage du père, dans Louis parmi les spectres, qui veut tellement se sortir de sa dépendance, mais qui n'est pas capable de pas obéir à cette pulsion-là de consommer. Mais c'est sûr que il y a le grand thème du deuil aussi, de la perte, de vivre sans quelque chose, sans quelqu'un, réapprendre l'avant, le après, le choc, le moment de fracture. Ça aussi, ça me hante. Mais je me rends compte que peu importe ce que j'aborde, on revient presque toujours à comment vivre, tu sais, Ouais. comment vivre avec les autres, comment vivre en se sachant mortel, comment vivre quand c'est si difficile d'aimer, puis d'être aimé, puis de tolérer, de s'exposer aux autres, d'être face aux autres. Ça revient tout le temps, dans le fond. On écrit tous les deux pour les adultes et les enfants. As-tu écrit pour les ados aussi? Un tout petit peu, dans un recueil qui s'appelait Premières amours à la courte échelle. En fait, c'est ma rencontre avec Geneviève Thibault, qui a fondé Le Cheval Doux après. Puis ça t'apporte quoi d'écrire pour des publics d'âge différents dans la vie? Ouais, j'adore ça. Je veux dire, l'écriture n'est pas si différente, hein? C'est sûr, je suis plus elliptique avec les enfants. Je déblatère moins, on dirait. Avec les enfants, peut-être. Je le sais pas. J'essaie de pas écrire tellement différemment. Bien sûr que dans mes pièces pour enfants, et là, je pense à ça parce que je suis en train d'en finir une pour le Théâtre de l'Œil. Je veux dire, c'est sûr qu'ils vont pas sacrer autant que dans mes pièces pour adultes, puis qu'ils vont peut-être moins parler de sexe et de violence, mais
Mais ça va être le même fond. Ça va être comment vivre. Ouais. Ça va être comment exprimer ce qui m'habite. Mais est-ce que c'est la même plume? Est-ce que c'est le même outil? Moi, je pense que c'est la même... Je veux dire, c'est un autre crayon, mais dans le même coffre. Tu sais, Ouais. tu Parce que, tu sais, comprends? quand je passe du journalisme à la création, puis de l'adulte à l'ado à l'enfant, à chaque fois, j'ai l'impression de devoir m'asseoir sur une autre chaise. Ah ouais. Puis j'aime ça. Ouais. Je peux pas mon Dieu, c'est quoi le verbe? M'encrouter, disons. Ah oui, bien ça, c'est le grand bonheur de faire ça. Les différentes formes et les différents publics, Ouais. pour moi, c'est indispensable. Tu sais, je le dis souvent, je suis quelqu'un d'assez plate dans la vie. Je veux dire, je suis très stable. Je veux dire, j'habite la même maison depuis 18 ans. Wow! Oui. Tu sais, ben, c'était un appartement que je louais au début, puis finalement, on a acheté le duplex, puis mais ça fait... Je suis arrivée là quand mon fils aîné avait 1 an et demi. Tu sais, je suis très, très... j'ai toujours... à part Amos, j'ai toujours vécu à Montréal. J'ai les mêmes amis depuis le primaire, avec d'autres amis qui se sont ajoutés en cours de route, mais je suis très, très fidèle à mes vieux amis. Je veux dire, je suis très bien dans un couple monogame, très, tu sais, ordinaire. Tu sais. Traditionnel. Ben, traditionnel, je ne sais pas. Tu sais, je sais pas trop ce que ça veut dire traditionnel dans le fond, parce que pour moi, traditionnel, ça veut dire avec un gros déséquilibre de pouvoir. T'as tellement raison. beaucoup d'interdits et de problèmes de toutes sortes. Fait que je le vois pas comme un couple traditionnel dans ce sens-là, mais c'est traditionnel au sens où c'est vrai que c'est comme une femme et un homme, puis tu sais, qu'on couche pas avec d'autres mondes, Ouais. mettons, dans ce sens. Puis on vit ensemble, tu sais, Ouais. parce qu'il y a plein de gens aussi qui vivent pas ensemble, par Ouais. exemple. Puis j'ai comme vraiment besoin de cette sorte d'infidélité-là ou cette instabilité-là dans l'écriture. Tu sais, j'ai besoin de changer de place, je me tanne vite, tu sais, je suis comme... Il y a bien juste une écrivaine pour faire le lien entre l'infidélité de la tradition dans le couple vers les différents genres et les styles. J'adore ça. Mais c'est peut-être pour ça que je me sens aussi... j'ai pas d'agitation, tu sais, par rapport justement à cette vie de famille-là. C'est pas difficile pour moi de vivre cette vie-là. Peut-être parce que mes pulsions d'infidélité ou de fuite sont assouvies dans mon travail, parce que je suis toujours en train de fuir un milieu pour un autre. Ouais. Puis après ça, j'ai toujours hâte de fuir ce milieu-là pour un autre. Tu sais, je me sens des fois pas fine, tu sais, j'adore travailler avec les équipes de théâtre. C'est mes amis, j'adore ça. Puis presque toujours, une fois que le show est lancé, je suis comme « all right, next ». Tu sais, j'ai beaucoup d'amis pour qui c'est difficile de sortir d'une production. Après, ils ont toujours un postpartum, puis c'est dur, tu sais, puis ils sont comme « ah, j'aurais voulu que ça dure toujours, tu sais, ce show-là. » Moi, je suis comme « non, moi, j'ai hâte à la prochaine affaire. Tu sais, j'ai besoin de... » Fait que... Vivement que je mette en pratique ça dans un couple, parce que j'avais, avec Elkanah Talbi, inventé la notion de polyamour artistique Oui. ou littéraire. Ben, absolument. On est beaucoup là-dedans. Tout à fait. Ben bon, après ça, c'est ça. Je pense que je me dis, tu sais, moi, je pense que j'ai pas du tout de fibre polyamoureuse dans mon corps, mais je me dis, si c'est ça, le polyamour de couple, là, en couple, si ça ressemble à comment moi je me sens par rapport aux différentes formes d'art que je fréquente, puis aux différents publics que je fréquente, ça doit être formidable. Mm-hmm. Ça doit être formidable. On va terminer sur ces belles paroles. Je vais inviter les gens à rattraper les épisodes avec Michel-Marc Bouchard, Elkanah Talbi, Martin Michaud, Lucie Pagé, India Desjardins, Kamal Amakarel et Pascal Oulelmi. À suivre la page Facebook Comme un livre ouvert balado, le compte Samuel Larochelle sur YouTube et la page sur Spotify de Comme un livre ouvert. Et toi, Fanny Britt, je te dis merci beaucoup, beaucoup. Hey, merci à toi, merci.